Voilà, alors je n'ai pas tout à fait terminé de vous parler d'énergie. Donc maintenant, on se situe du côté de gros consommateurs d'énergie et aussi d'un fabricant de matériel électrique qui essaie de nous aider à en consommer moins ou en tout cas plus efficacement. Donc je vous présente les participants de cette table ronde. Donc là, à ma gauche, il y a Laurent Bataille qui est le président de Schneider Electric France, qui est un des plus grands fabricants mondiaux de matériel électrique. Ensuite, nous avons Noémie Choca qui dirige la stratégie du groupe Saint-Gobain, qui est donc un des premiers fabricants de matériaux au monde et qui, en ce sens, est un très gros industriel, qui est un très gros consommateur d'énergie et qui a donc des gros défis pour réduire et sa facture et ses émissions de gaz à effet de serre. Voilà, et même chose d'ailleurs pour Veralia, dont nous avons le directeur général Patrice Lucala, qui est donc un verrier, un groupe verrier. Et donc la verrerie, pareil, est un procédé industriel qui réclame des fours, une forte chaleur et donc une facture énergétique et des émissions énergétiques élevées. Et donc on se retrouve tous dans ce même bateau, qui est qu'il y a une urgence climatique, qu'on doit réduire nos émissions de gaz à effet de serre et qu'il y a des objectifs européens avec des temps de passage voilà, pour arriver ultimement en 2050 à la neutralité carbone. Et donc, je vais peut-être commencer par ceux qui ont des efforts à faire et terminer par vous, Laurent Bataille, qui pouvez les aider dans ces efforts. Donc, je vais commencer par vous, Patrice Lucas, pour nous dire, donc, Veralia, justement, vous, combien de fourneaux vous avez en Europe et où en êtes-vous de ce procédé de décarbonation et qu'est-ce qui vous importe dans cette politique énergétique, enfin, qu'est-ce qui vous importe, vous, pour réussir cette transition énergétique qui est cruciale? Alors, Veralia en Europe, c'est une cinquantaine de fours. Des fours qui tournent avec du gaz, majoritairement aujourd'hui. Donc, c'est 80% de gaz, 20% d'électricité. Nous avons défini une raison d'être qui est extrêmement noble, réimaginer le verre pour construire un avenir durable. Donc il s'inscrit totalement dans la décarbonation. Et nous avons affiché des objectifs ambitieux avec une échéance court terme de moins 46% d'émissions de CO2 en 2030 par rapport à 2019. Et pour ce faire, donc nous travaillons l'ensemble des sujets énergétiques. Et il y a effectivement 2 nouvelles technologies de four où on va passer de gaz à électricité. Avec 2 technologies de four. Une première qui est 100% électrique et une autre qui est dite hybride. 80% d'électricité, 20% de gaz ou de biogaz. Donc c'est un enjeu majeur. Donc nous allons devenir électro-intensifs contre gaz intensif aujourd'hui. Et notre préoccupation, pour qu'on soit en capacité d'exécuter cette feuille de route, c'est bien évidemment la disponibilité de cette électricité bas carbone. La France est plutôt bien placée avec sa politique énergétique. Si je compare avec l'Allemagne, on aura d'autres soucis en Allemagne. Mais ceci dit, c'est une préoccupation pour nous. D'avoir l'accès à la puissance, puisqu'en gros, entre maintenant et 2040, on va multiplier par 3 notre consommation d'électricité. Je vais passer de 500 gigawattheures aujourd'hui à 1500 et avec un point intermédiaire à 1000. Donc on va avoir besoin de se connecter, et c'est pas simple, ça va être une des premières conditions de réussite. Donc tout ce qui va pouvoir être fait pour faciliter la connexion au réseau de nos sites va nous permettre d'exécuter. Ensuite, il y aura la disponibilité de cette électricité. Et donc là, l'ensemble des plans en cours, des projets de développement, bien sûr le nucléaire et du développement des énergies renouvelables va être important. Et le troisième point, bien sûr, il va nous falloir être compétitifs. Parce qu'on a des voisins qui sont agressifs. L'Espagne aujourd'hui en particulier est extrêmement bien placée en matière de coût de l'électricité. Donc accès, disponibilité de cette énergie et compétitivité. Voilà ce dont nous allons avoir besoin. Vous avez un sujet de prix de l'électricité, j'imagine, par rapport au prix du gaz, sachant que déjà, vous avez dû remplacer votre four qui était, j'imagine, pas obsolète par un four électrique. Donc déjà, ça demande des investissements de transition qui ne sont pas immédiatement répercutables dans le prix au client. Alors la beauté de notre feuille de route, c'est qu'en fait, et la beauté du métier, c'est qu'un four, ça a une durée de vie. Un four à gaz,
c'est 12 à 14 ans d'exploitation. Et notre feuille de route, elle est construite de façon à ce qu'on renouvelle et on change de technologie à la fin de vie de nos fours. D'accord. Donc en fait, on n'a pas de surinvestissement. On va utiliser tous les investissements tels qu'ils ont été faits. Par contre, il y a un surcoût de la technologie. Les CAPEX aujourd'hui pour un four au gaz ou un four électrique, il y a un surcoût qu'on pense pouvoir résorber avec tout le savoir-faire et toute l'expérience qu'on va accumuler au fil des années à venir. Donc le sujet, c'est réellement plutôt sur la partie des OPEX, le coût de l'électricité, pour qu'on puisse être compétitif vis-à-vis des concurrents qui, eux, produisent dans d'autres pays, et certains avec des conditions de compétitivité d'électricité plus avantageuses. Avantageuse. Tout à fait. Noémie Choca, donc vous dirigez la stratégie de Saint-Gobain. Donc Saint-Gobain fabrique plusieurs types de matériaux qui ont chacun leurs enjeux. J'imagine que ça démultiplie les solutions, les défis et les solutions éventuelles. Où en êtes-vous dans vos objectifs de décarbonation ? Et j'invite d'ailleurs l'ensemble des gens à aller visiter le village des athlètes au JO, où une bonne partie, qui est une vitrine un peu d'ailleurs de technologie écologique, et où Saint-Gobain a participé d'ailleurs à au fait de pouvoir avoir un village olympique correspondant à des normes écologiques élevées. Donc, dites-moi où est-ce que vous en êtes et quels sont les défis. J'imagine que vous avez un peu les mêmes enjeux que Patrice Lucas, déjà d'accessibilité et de prix, mais parlez-nous-en un peu. Tout à fait, je partage beaucoup de ce qui a été dit par Patrice. Saint-Gobain, c'est 900 usines dans le monde qui fabriquent des matériaux de construction avec une vision d'être le leader mondial de la construction durable. Donc la décarbonation, elle est vraiment au cœur de notre stratégie. Et c'est un impératif, c'est une demande très forte de nos collaborateurs aussi, de plus en plus de clients et de nos investisseurs également. Alors concrètement, ça veut dire que pour chacune des 900 usines, il y a une feuille de route de décarbonation qui est spécifique à chaque site, parce qu'il y a un double enjeu, un double défi qui est à la fois technologique et économique et qui va vraiment dépendre de chaque site. D'abord technologique, parce qu'il y a différents procédés industriels qui sont plus ou moins faciles à décarboner. Donc dans tous les sites, on commence d'abord par faire donc, la même première étape partout qui est de réduire déjà la consommation d'énergie. Donc avant de parler de décarbonation, la première étape, c'est toujours de réduire la consommation d'énergie. La meilleure énergie, c'est celle qu'on n'utilise pas. Et est-ce que là, il y a des gisements élevés, ou c'est quelque chose de marginal, ou c'est quelque chose de signifiant ? En termes d'efficacité énergétique, il y a vraiment des gains importants à aller chercher, notamment en utilisant des nouvelles technologies, des algorithmes, du machine learning, pour optimiser le fonctionnement de nos usines. Il y a vraiment des gains importants à aller chercher là. Et puis ensuite, la deuxième étape, souvent, c'est de passer d'un procédé qui fonctionne au gaz naturel vers une autre source d'énergie. Et là, suivant les procédés, suivant les pays, on a différentes options. Donc, par exemple, on a des usines de plaques de plâtre qui fonctionnent au gaz naturel. Nos usines en Inde, elles vont utiliser de la biomasse à la place du gaz naturel, parce que localement, il y a de la biomasse qui est disponible de manière abondante. C'est des résidus agricoles, c'est ça ? Alors, en l'occurrence, oui, c'est ça, c'est de l'écorce de riz en Inde qu'on utilise. En Norvège, par contre, on a électrifié cette usine parce qu'il y a de l'hydroélectricité qui est disponible en abondance et à un prix compétitif. Donc, suivant le contexte local, le type d'énergie qui est disponible localement de manière abondante et à un prix compétitif, on va avoir différentes solutions technologiques. Et puis, il y a certains procédés pour lesquels aujourd'hui, il n'y a pas de solution technologique. Et donc là, il y a beaucoup d'investissements en R&D, du développement de nouveaux matériaux aussi, pour arriver à décarboner les procédés les plus complexes. Donc ça, c'est vraiment la partie défi technologique. Et après, il y a un défi économique qui est que toutes ces solutions, elles doivent rester compétitives. Et là, je rejoins complètement le point de Patrice. Il faut que ça reste compétitif, notamment pour l'électrification. Aujourd'hui, c'est vrai que l'électricité, dans pas mal de pays, est beaucoup plus chère et n'est donc pas une solution qui est économiquement viable. Oui, c'est-à-dire que, gros, est-ce qu'on obtient du verre 10, 20% plus cher, globalement quand on utilise un procédé électrique versus un four à gaz ? Alors, il est difficile d'y répondre aujourd'hui. D'un point de vue opérationnel, il n'y a pas de raison qu'il y ait de différence. En termes de manpower, en termes de CAPEX, je vous l'ai dit, on devrait pouvoir s'aligner à un moment donné. Donc la seule différence, ça sera entre le coût du gaz
et le coût de l'électricité. Oui, qui est effectivement volatile, hein, de toute manière. C'est Effectivement volatile, volatile. donc ça va dépendre de comment ça va se positionner. Bien sûr, on travaille à la sécurisation de l'approvisionnement en énergie renouvelable et des prix à travers les PPA, hein, les Purchase Power Agreement. Donc on est en plein dedans, ça démarre. On apprend tous les jours parce que c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et c'est de ça que finalement, des résultats qu'on sera en capacité d'obtenir et de négocier, que nos coûts seront ce qu'ils sont. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit de plus en plus de clients qui eux-mêmes ont des objectifs de décarbonation extrêmement importants. Je prends nos grands clients, les Moët Hennessy, les Heineken, les Nestlé de ce monde, etc. Le verre est une grosse partie de leur scope 3. Donc ils ont besoin, ils ont déjà besoin qu'on soit en bonne santé financière, parce qu'on a besoin d'investir, d'être suffisamment ambitieux pour investir. Et deux, ils ont besoin de nous pour continuer à avancer. Donc il y aura un côté coût, surcoût, qu'il faudra partager. Peut-être pour eux. Donc, Laurent Bataille, autant pour Saint-Gobain et pour Verallia, cette décarbonation est une contrainte, un coût, même si de la contrainte naît l'innovation. Pour vous, c'est une opportunité finalement, et notamment ça vous permet de développer de nouveaux produits et de travailler autour de ce qui est quand même votre cœur de métier, et donc développer des produits permettant une meilleure efficacité énergétique, dont Noémie nous a dit qu'il y avait des gains qui étaient vraiment atteignables, qui étaient importants là-dedans. Donc racontez-nous un peu comment la mutation de Schneider Electric pour répondre finalement à ces enjeux de décarbonation qui ne touchent pas que les entreprises, là, qui touchent aussi les particuliers dans le cadre de vos produits. Bien sûr. Et effectivement, si je rebondis sur ce qu'on a entendu, Schneider à la fois est dans les automatismes et dans les équipements et solutions électriques. Ce qui est un grand avantage pour nous, parce que en fait, dans les solutions d'efficacité énergétique, ce métier de l'automatisme, il est extrêmement clé. C'est-à-dire que dans toutes les usines, avant effectivement d'électrifier, la base, c'est de s'assurer qu'on a une bonne efficacité énergétique. Donc une fois encore, éviter le gâchis d'énergie. Pour ça, il y a un certain nombre de recettes déjà mesurées. Il y a beaucoup d'endroits où on continue de ne pas mesurer ce qu'on consomme. Et puis, il y a un certain nombre de poches majeures qui n'ont pas été activées. Noémie disait, oui, elles existent encore. Il faut qu'on utilise des logiciels pour mieux comprendre nos procédés. Mais je vais prendre même un cas d'usage très basique. Les moteurs électriques dans le monde, qui sont utilisés dans l'industrie pour faire bouger des convoyeurs, faire tourner des machines, etc. Plus de 2/3 des moteurs dans le monde, aujourd'hui, n'utilisent pas de variateur de vitesse. Mettre un variateur de vitesse sur un moteur, c'est en faire baisser la consommation de l'ordre de 30%. Donc on voit qu'on a des vrais gisements d'amélioration de l'utilisation de l'énergie avant de partir dans l'électrification, avant de changer un équipement, qui est effectivement une phase un peu plus importante en termes d'investissement. Plus capitalistique. Ouais. Maintenant, et on a la même chose dans l'industrie, mais on a la même chose dans le bâtiment. Le bâtiment, vous avez pu voir qu'il y a ce qui s'appelle le décret BACS, qui rend progressivement obligatoire les systèmes de contrôle, ce qu'on appelle la gestion technique du bâtiment. Parce qu'aujourd'hui, il y a une gabegie énorme d'énergie dans les bâtiments, en contrôlant pas la ventilation, le chauffage, les lumières allumées, etc. Donc l'efficacité énergétique, c'est un socle, je dirais c'est vraiment la base, et il faut la faire partout, une fois encore, parce que c'est là qu'on a les meilleurs retours sur investissement. C'est des petits investissements, très bons retours. Ensuite, l'électrification, évidemment que c'est la prochaine frontière, pas sur tous les process, pas au même moment partout. Mais on voit sur longue période toutes les applications qui progressivement finissent par y passer. Aujourd'hui, on voit sur le chauffage les pompes à chaleur. On voit sur le verre d'embouteillage la capacité à électrifier. Sur le verre plat, c'est plus complexe parce que le process aujourd'hui est moins homogène en termes de température. Mais c'est des choses qui vont s'améliorer dans les années qui viennent. Voilà, donc nous, on accompagne beaucoup de nos clients sur ces évolutions de façon à prioriser leur feuille de route, parce que le plus important pour eux, c'est de se dire, voilà, dans les 10 ans que j'ai, je démarre par quoi et comment est-ce que je massifie mon effort. Maintenant, je reviens sur un point qui est pour l'industrie de façon générale. Il y a évidemment des industries qui sont très énergo-intensives,
Mais beaucoup d'industries sont des industries d'assemblage, pour lesquelles ce qui se passe dans les usines, on va dire le scope 1 et 2, c'est 10% des émissions de carbone des entreprises. C'est notre cas à nous. 90%, c'est le fameux scope 3. C'est ce qui vient de nos fournisseurs. Et faire l'accompagnement en amont de la décarbonation de nos fournisseurs. Peut-être rappeler à nos auditeurs scope 1, scope 2, scope 3. Oui, alors effectivement, donc c'est dans le jargon, en fait, tout ce qui est le carbone, on va dire, qui correspond aux opérations propres de l'entreprise, scope 1, scope 2, c'est celui qui est émis par les camionnettes qu'on utilise pour nos techniciens d'intervention, par nos dépenses d'énergie dans nos propres sites industriels. Là où ce qu'on appelle le scope 3, c'est le carbone qui est incorporé dans notre activité via ce qu'on achète. Via les matières premières. Voilà. Et quand on achète des matières, elles ont été processées par quelqu'un qui a émis du carbone. Et donc c'est notre impact carbone indirect. Et je dirais là encore, ce qu'on fait, c'est qu'on aide nos 1000 principaux fournisseurs. On a un plan pour aider nos 1000 premiers fournisseurs à se décarboner et à diviser par 2 leurs émissions carbone d'ici 2025. Voilà, donc c'est un gros impact. Et généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on les aide d'abord à mesurer, ensuite à mettre en œuvre des solutions d'efficacité énergétique, ensuite potentiellement électrifier, et puis sourcer de l'énergie verte. D'accord. Pour en revenir justement au fait qu'il y a une contrainte et un prix à cette décarbonation, est-ce qu'en même temps, pour vous, Verallia, Saint-Gobain, ça crée aussi un avantage compétitif dans le sens où, de toute façon, ça va être un mouvement obligatoire pour tous les groupes de votre industrie et que finalement, mieux vaut être le premier à le faire et pouvoir proposer ces matériaux et créer une courbe d'apprentissage et être en avance finalement sur le marché par rapport à cet enjeu. Oui, vous utilisez beaucoup le terme contrainte et c'est vraiment pas comme ça que c'est vécu. Et donc, justement, je voulais vous corriger sur ce point parce que la décarbonation, comme je l'ai dit, elle est au cœur de la stratégie de Saint-Gobain et nous, on la voit vraiment comme une opportunité et pas comme une contrainte du tout. Il faut savoir que les matériaux de Saint-Gobain, notamment les matériaux isolants à base de laine de verre ou les vitrages isolants, l'énergie qu'ils permettent d'économiser une fois qu'ils sont installés sur un bâtiment est 40 fois plus grande que le CO2 qui a été émis pour leur fabrication. Donc en fait, en net, ils ont un impact extrêmement positif en termes de décarbonation. Et donc le positionnement de Saint-Gobain, c'est vraiment d'apporter des solutions pour aider à la décarbonation de l'ensemble du secteur du bâtiment. Et la partie... Il y a un énorme secteur, on le rappelle, pour les émissions de gaz à effet de serre, où il y a un gros potentiel, là, pour le coup. Tout à fait. Et la décarbonation de nos usines, certes, c'est un défi industriel, mais c'est vraiment pas un projet industriel, c'est un projet de toute l'entreprise. Et l'ensemble de nos collaborateurs, au contraire, est extrêmement motivé par cet engagement à la décarbonation, par l'impact positif que l'on va avoir. Et finalement, l'état d'esprit, c'est pas celui de subir une contrainte, c'est plutôt d'être un peu comme quand on voulait envoyer le premier homme sur la Lune. C'est de se dire on va être les premiers à arriver à faire des matériaux complètement bas carbone. Et on a déjà fait quelques premières mondiales. Donc on a été les premiers à faire une production complètement zéro carbone de verre plat. Donc on n'y arrive pas encore à l'échelle vraiment industrielle, mais à l'échelle pilote, déjà, oui. on a réussi. On a sorti le premier vitrage bas carbone du marché, qui s'appelle Orae, et qui est en forte demande pour pas mal de grands projets. On a réussi à construire la première usine de plaques de plâtre complètement électrifiées aussi, zéro carbone, scope 1 et 2. Donc voilà, ligne de produit par ligne de produit, on essaye d'être les premiers. C'est un défi motivant. Tout à fait. Oui, et pour compléter, j'ai l'extrême conviction que, vu l'urgence climatique, c'est un choix qui s'impose à nous. Je pense qu'un jour, je ne sais pas positionner une date, mais une entreprise qui ne sera pas carbone neutre se verra empêchée de produire, soit par une pression sociale, soit par des réglementations qui verront le jour. Donc il est notre responsabilité de préparer ce jour. Et comme ce n'est pas un sprint, mais un marathon, et plus on va se donner de la visibilité, plus on va se donner de la profondeur dans le temps pour le gérer, mieux ça va se passer. Second point, c'est un phénomène d'attractivité pour les jeunes. Aujourd'hui, à chaque fois que j'ai l'opportunité de rencontrer les jeunes qui rejoignent notre groupe, et je leur pose la question, mais pourquoi finalement, qu'est-ce qui a fait la différence? Pourquoi vous rejoignez Verallia?
Dans 80% des cas, ils me citent notre raison d'être. Le fait qu'ils vont pouvoir contribuer à une industrie qui existe depuis 200 ans et la projeter dans le futur et transformer son processus de fabrication pour être neutre en carbone. Donc c'est un facteur d'attractivité pour aller chercher les jeunes talents de demain. Là aussi, j'ai envie de vous poser un peu la même question que j'avais posée à la table ronde précédente. Est-ce que vous avez l'impression que les conditions de marché sont les bonnes, les réglementations sont les bonnes, qu'un peu tout le monde est aligné sur ce projet de décarbonation de l'industrie, que les aides sont suffisantes et que la volonté politique, puisqu'il y a quand même les élections européennes qui se profilent dans 2 mois et qu'il y a eu quand même quelques discussions et même quelques reculs sur le pacte vert européen. Est-ce qu'on est tous bien alignés puisqu'on entend dire qu'il y a un petit vague à l'âme chez les industriels en ce moment qui sont un peu au milieu du gué. Donc, Alors, je vais répondre à ce point-là, mais d'abord, je voulais juste dire un mot sur l'avantage compétitif de faire des produits bas carbone. Nous, on a commencé à faire des produits, par exemple, avec de l'acier décarboné, et on a trop de demandes par rapport à la quantité qu'on est capable de produire. Donc, il y a une réalité qui est qu'il faut qu'à mesure qu'on décarbone nos propres sites industriels, on réfléchisse au positionnement de ces produits-là comme étant plus qualitatifs, mieux disant. Et c'est aussi un plan d'entreprise, y compris en termes marketing et commercial. Mais ça permet de différencier ces produits. Et puis de toute façon, comme le disait Patrice, c'est le sens de l'histoire. Maintenant, en termes de réglementation, je dirais aujourd'hui, souvent ce dont les industriels ont besoin, c'est de visibilité. Parce que l'industrie, c'est aussi le temps long. Hein. On parlait d'un four, c'est 12-15 ans. Mais du coup, quand on va le renouveler, on prend des décisions d'investissement dont les paybacks peuvent être effectivement assez longs. Et plus on a de visibilité, plus on est capable de prendre son risque. Voilà. Et je dirais de façon générale, une des questions qui se posent en Europe, c'est le fait que beaucoup des réglementations sont faites pour les producteurs européens plus que pour le marché européen. Et ce que demandent beaucoup d'industriels, c'est de dire on veut être traité de la même façon quand on opère et qu'on vend en Europe, une concurrence que loyale. ceux qui exportent vers l'Europe. Voilà. Et ça, c'est pas facile à obtenir, hein, évidemment, ça demande des réglementations complexes, mais je pense que ce serait de nature à rassurer beaucoup les industriels. Confirmé, Noémie Choca? Je dirais qu'il y a un peu 3 ingrédients qui sont clés quand on réfléchit en tant qu'industriel dans un pays donné. Donc le premier, c'est l'accès à l'énergie, on en a déjà parlé, donc avoir une énergie décarbonée à un prix compétitif, donc je ne reviendrai pas dessus. Le deuxième, c'est les infrastructures. Et notamment, c'est un vrai sujet en France quand on parle d'électrifier une usine. Aujourd'hui, RTE nous dit, pour pouvoir faire venir l'électricité sur votre site, ce n'est pas avant 2032. Wow. Donc il y a un vrai sujet d'infrastructure. Et le troisième, c'est les talents. Donc si on veut avoir de l'industrie en France, on ne pourra pas le faire sans ingénieurs, sans spécialistes de maintenance, d'automatisation, sans techniciens, mécaniciens, électriciens. Tout ça, c'est des métiers qui sont en très forte tension aujourd'hui. On a du mal à recruter. Et donc je pense qu'il y a un vrai travail collectif à faire pour rendre ces filières attractives, parce que c'est des métiers qui sont porteurs de sens, qui sont absolument nécessaires pour la transition énergétique, pour la souveraineté. Et ça fait partie faire des venir les ingrédients clés. jeunes. Tout à fait. Je crois que Laurent et Noémie ont tout dit. Pour moi, il y a un maître mot, c'est visibilité, parce qu'on est dans un temps long, donc on ne peut pas avoir des politiques ou des visions qui changent tous les 3 ans. C'est pas compatible. Donc la visibilité, c'est le maître mot. Super. Et on fera notre travail. Vous ferez votre travail. Je veux dire, on reviendra pour le vérifier. Merci beaucoup.